Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'attaque au chapitre 11 de notre cours de physiologie humaine, un chapitre consacré aux muscles lisses. C'est un acteur essentiel, bien que souvent discret, de notre corps. On le trouve partout dans nos organes creux, comme l'estomac, les intestins ou encore nos vaisseaux sanguins. Comprendre comment il fonctionne, c'est vraiment fondamental. Alors voilà notre plan de match pour aujourd'hui. On va commencer par une petite introduction pour bien situer le muscle lisse. Ensuite, on verra qu'il en existe différents types, puis on plongera à l'échelle de la cellule. On décortiquera le mécanisme de contraction, qui est assez unique, et enfin, on explorera tout ce qui contrôle et régule son activité. Allez, on commence. Le muscle lisse, comme je le disais, est partout dans nos organes creux. Son rôle principal, changer la forme et la taille de ces organes. Pensez par exemple au péristaltisme dans votre intestin qui fait avancer la nourriture, ou à vos artères qui se contractent pour réguler la pression sanguine. C'est lui qui est à la manœuvre. Et là, attention, c'est le point le plus important à comprendre dès le début. La différence majeure avec le muscle squelettique qu'on connaît bien. Pour le muscle squelettique, tout est contrôlé par le filament fin, via le complexe troponine-tropomyosine. Dans le muscle lisse, c'est complètement différent, la régulation se fait sur le filament épais. La myosine doit être activée chimiquement, elle doit être phosphorylée pour pouvoir interagir avec l'actine. Retenez bien ça, c'est la clé de tout le chapitre. Bien, maintenant qu'on a posé cette base, on va voir que tous les muscles lisses ne se ressemblent pas. Selon leur fonction dans l'organisme, leur structure et leur comportement vont varier. On distingue principalement deux grandes familles. D'un côté, le muscle unitaire. Ici, les cellules sont toutes connectées électriquement et agissent comme une seule et même entité. C'est parfait pour créer des vagues de contraction bien synchronisées, comme dans l'intestin. De l'autre côté, on a le muscle multiunitaire. Là, chaque cellule est indépendante, un peu comme des soldats qui reçoivent des ordres individuels. Ça permet des ajustements très fins, très précis, comme dans l'iris de l'œil qui ajuste le diamètre de la pupille. Et au niveau de leur activité, on a aussi deux grands profils. L'activité phasique, c'est une activité en cycle, par phase, contraction, relaxation, contraction, typique de l'intestin. Et puis l'activité tonique, qui maintient à tonus une contraction continue sur de longues périodes. Pensez à un sphincter qui est fermé la plupart du temps, ou à nos vaisseaux sanguins qui maintiennent constamment la pression. Ce graphique illustre parfaitement ces concepts. Regardez, la ligne rouge, c'est la vessie, normalement relâchée, puis une grosse contraction brève pour se vider. La ligne verte, c'est un muscle tonique typique comme un sphincter, constamment contracté. La ligne violette, c'est un muscle phasique, l'intestin, avec ses cycles réguliers de contraction-relaxation. Et enfin, la bleue, ce sont les vaisseaux sanguins, qui ont un tonus de base, mais qui peuvent varier pour ajuster la pression. Ok, on a vu le comportement global. Maintenant, on va mettre le microscope et descendre à l'échelle de la cellule pour voir comment tout ça est organisé. Alors, une cellule de muscle lisse, ça ressemble à un petit fuseau avec un seul noyau. Elles sont souvent organisées en couches avec des orientations différentes. Par exemple, dans l'intestin, une couche circulaire et une couche longitudinale permettent de jouer à la fois sur le diamètre et la longueur du tube. Et le détail crucial, il n'y a pas de sarcomère bien aligné comme dans le muscle strié. C'est pour ça qu'on l'appelle lisse, son aspect est uniforme au microscope. Pour travailler ensemble, ces cellules doivent communiquer. Elles le font de deux manières. D'abord, via des jonctions communicantes, des sortes de petits tunnels qui laissent passer directement les signaux électriques. C'est ce qui assure la synchronisation. Et ensuite, via des jonctions adhérentes, qui sont des points d'ancrage mécanique très solides pour que la force générée par une cellule soit transmise à sa voisine. Regardez ce graphique. Il met en lumière une autre différence énorme, le ratio entre l'actine et la myosine. Dans le muscle squelettique, c'est environ 2 pour 1. Dans le muscle lisse, c'est près de 15 pour 1. Il y a beaucoup plus d'actine. Et ça a des conséquences. Les contractions sont plus lentes, moins puissantes, mais elles peuvent être maintenues très longtemps. Et surtout en consommant très peu d'énergie. Bon, maintenant, le plat de résistance. On va ouvrir le capot et regarder comment le moteur moléculaire de la contraction fonctionne. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Ici, le capteur de calcium n'est pas la troponine. Il n'y en a pas. La star du spectacle, c'est une autre protéine, la calmoduline. C'est elle qui va détecter l'augmentation du calcium à l'intérieur de la cellule et donner le coup d'envoi de la contraction. La séquence est donc super logique. Étape 1. Le calcium augmente dans la cellule. Étape 2. 4 ions calcium se lient à une molécule de calmoduline. Étape 3. Ce complexe calcium-calmoduline va activer une enzyme clé, la MLCK. Étape 4, la MLCK va faire son travail, c'est-à-dire ajouter un groupe phosphate sur la myosine. Et seulement à ce moment-là, étape 5, la myosine est armée et peut enfin se lier à l'actine pour démarrer la contraction. Alors ce schéma peut paraître complexe, mais il montre deux voies qui coopèrent. La voie de gauche, c'est la voie principale. Elle libère du calcium, ce qui active la MLCK et déclenche la contraction. Mais en parallèle, il y a une deuxième voie, à droite, qui va inhiber l'enzyme qui arrête la contraction.
L'effet combiné de ces deux voies, c'est d'obtenir une contraction plus forte et qui dure plus longtemps. Malin, non? En fait, tout est une question d'équilibre. Imaginez une balance. D'un côté, on a la MLCK, l'enzyme qui appuie sur l'accélérateur de la contraction. De l'autre côté, on a la myosine phosphatase, ou MP, qui appuie sur le frein en retirant le phosphate. Le niveau de contraction du muscle à un instant T dépend en permanence du rapport de force entre ces deux enzymes. Et bien sûr, cet équilibre entre l'accélérateur et le frein n'est pas laissé au hasard. Il est contrôlé très finement. Voyons maintenant qui sont les chefs d'orchestre qui donnent les ordres aux muscles lisses. Et la liste est longue. La régulation est hyper complexe. Ça peut être une activité électrique spontanée, un peu comme un pacemaker. Ça peut venir du système nerveux via des neurotransmetteurs. Ça peut être des hormones qui voyagent dans le sang. Ça peut aussi être des conditions locales, comme un manque d'oxygène ou un changement de pH. Et ça peut même être un simple étirement mécanique de la cellule. Cette grande diversité de signaux nous amène à une question intéressante. Est-ce qu'on peut avoir une contraction sans aucun signal électrique, sans potentiel d'action? Et la réponse est oui. C'est ce qu'on appelle le couplage pharmacomécanique. Une substance chimique, comme une hormone ou un médicament, peut directement activer la cascade à l'intérieur de la cellule pour libérer le calcium et provoquer la contraction, sans qu'il y ait eu la moindre dépolarisation. L'exemple parfait, c'est l'ophtalmologue qui met des gouttes pour dilater la pupille. Le médicament agit directement sur les muscles lisses de l'iris. Ce tableau résume bien cette flexibilité. Regardez, l'adrénaline, selon les récepteurs, peut provoquer une relaxation. Sa cousine, la noradrénaline, va plutôt provoquer une contraction. L'oxyde nitrique, lui, est un puissant relaxant, un vasodilatateur. Donc un même muscle peut réagir de manière totalement opposée en fonction du signal qu'il reçoit. C'est ça la beauté de cette régulation. Voilà, pour résumer ce chapitre, s'il y a 3 choses à retenir, ce sont celles-ci. Premièrement, la régulation se fait sur le filament épais via la phosphorylation de la myosine. C'est la grande différence. Deuxièmement, la force dépend toujours de la balance entre l'enzyme qui active, la MLCK, et celle qui relaxe, la EMP. Et troisièmement, la contraction est lente, soutenue et très économe en énergie, ce qui est parfaitement adapté à ses fonctions. C'est ce qui conclut notre exploration du muscle lisse. Dans le prochain chapitre, on va s'intéresser au muscle cardiaque. Et vous verrez que c'est une sorte d'hybride fascinant qui a pioché des caractéristiques à la fois dans le muscle squelettique et dans le muscle lisse qu'on vient de voir. Pour bien ancrer toutes ces notions, je vous encourage vivement à faire les quiz qui sont associés à ce chapitre. C'est vraiment la meilleure façon de vérifier que tout est clair avant de passer à la suite. Merci de votre attention et à très bientôt.